Ça marche pas, quoi. Deux styles de représentation. Mais moi je peux tomber si je fais ça, hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre des distances par rapport à la réalité la plus cruelle. C'est pas tomber dans le réalisme socialiste, c'est donner une interprétation personnelle des sujets que je choisis à travers le vocabulaire des arts plastiques. Comme se sert le théâtre du langage, moi je me sers des couleurs, des pinceaux, des matières, des matériaux. J'ai été éduqué à un théâtre très décousu, où l'important dans le théâtre, c'était les mots et les situations, et non pas tout le côté fanfreluche. Le peintre donnait à André une vision qu'il ne pouvait pas faire au théâtre. C'est-à-dire une approche d'une problématique que seuls les arts plastiques pouvaient répondre. Et on le voit très bien dans les pièces d'André, ou dans les pièces et les décors d'André. On peut dire qu'il n'y en a pas de décor. C'est vraiment l'essentiel, c'est-à-dire c'est vraiment le fonctionnel. Mais ça n'allait pas plus loin. Même au niveau des costumes, c'était très rare d'avoir des costumes, à part à bec et à griffes. Et même dans le travail d'André, c'était surtout le côté guignol. C'est-à-dire beaucoup de castellets, beaucoup de passages, beaucoup d'espaces différents. Moi, je vois le travail que j'ai fait, c'est une démarche qui dure depuis 10 ans. C'est-à-dire, ça n'a pas été facile au niveau du choix et de trouver justement le côté essentiel de la représentation. J'ai déchiré des tonnes et des tonnes de dessins. Dès que je voyais que ça commençait à déraper vers le réalisme socialiste ou le côté image, j'arrêtais, je disais que c'était trop démonstratif et trop presque propagande des affiches. Il y a d'une part le discours que je me fais dans ma tête et petit à petit comment arriver à représenter ce discours. C'est-à-dire comment rendre ce discours visuel avec le moins de fleuriture possible. Et c'est là où j'ai commencé à utiliser le goudron par rapport au matériau, qui est un matériau assez brut et qui offre énormément de choses. Et le goudron a résumé pas mal de choses au niveau travail. J'ai même fait certains tableaux intégralement faits en goudron pour arriver à une simplicité absolue des matériaux. Mais l'essentiel dans la peinture, c'est quoi? Est-ce que c'est ce qu'on représente, la façon dont on le fait? Qu'est-ce que c'est qui marque le plus? Là, je n'ai pas réussi encore à comprendre. Est-ce que c'est faire du beau, pour faire du beau, ou arriver à représenter... c'est tout le travail qui est entre le fond et la forme. Ce qui me pose énormément de problèmes quand je travaille. C'est ce côté de ne pas tomber dans les images d'Épinal. Engagé de représenter des événements. C'est-à-dire, je considère que mon travail, comme pas mal de peintres que je connais, c'est, en tant que plasticien, c'est de se servir de ces outils pour parler de ce qui se passe autour. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un théâtreux, donc je me sers des armes que j'ai pour montrer ce qui me préoccupe et ce qui se passe à l'heure actuelle. D'arriver à des formes qui vont suggérer des événements ou des situations ou des gens. Et de la représentation au premier degré. C'est d'avoir un certain recul par rapport aux événements. La Méditerranée, pour moi, c'est en gros trois éléments. C'est l'eau, les gens, et ce que je mets beaucoup, c'est les ciels plombés qui représentent la menace. Donc on arrive à 3 éléments, pas plus dans le tableau. Et je vois tout à l'heure, il y a une dame qui est arrivée, qui a regardé les boîtes, elle me dit, mais vous parlez des migrants. Et là, j'étais très content. C'est-à-dire qu'avec ces 3 éléments, elle a découvert que je parlais des migrants. Et là, j'ai trouvé que le vocabulaire que j'employais était correct. Elle ne m'a pas demandé d'explication. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est de fabriquer tous ces éléments et petit à petit les assembler par rapport à une idée. C'est-à-dire, j'ai énormément, mes éléments, c'est un vocabulaire,
Donc il y a de tout, il y a les personnages, il y a la mer, et petit à petit je joue avec. Je commence à les monter en disant voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est ce qui me plaît. Goya, avec les massacres de l'armée napoléonienne, je ne sais pas si tu connais, qui sont des images. Il y avait aussi des gens que j'avais rencontrés qui s'appelaient les frères Chapman, qui étaient deux frères qui faisaient des boîtes immenses qui racontaient les horreurs du nazisme. Bon, ils ont complètement disparu. Après, bien sûr, il y a Ernest Pinault et Ernest, Picasso, les peintres espagnols. J'aime pas trop les Hollandais et tout, ces peintures là. Je préfère les peintres du Sud. J'avais commencé à travailler, à prendre des photos, à les monter avec des événements. Par exemple, je m'étais acheté le GoPro. Et qu'est-ce que j'ai fait? Cette GoPro, je l'ai mis au bout d'une canne à pêche et j'ai envoyé la GoPro à 50 mètres dans la mer, en marche, et je filmais. C'est-à-dire que la GoPro était devenue le migrant. C'est-à-dire elle montait et elle descendait au milieu des vagues. Et j'ai fait ça même un jour de tempête. Et pour moi, c'était cette image, mais bon, ça n'a pas marché. Le principe, c'est une vitrine du monde. Oui. Donc dans la vitrine, il y a une image, un thème et un objet. Les bateaux, là, c'est du plomb. Donc j'ai fait des moules. Puis après j'ai coulé du plomb. Donc j'ai répertorié une centaine d'actes que l'homme commet par rapport à d'autres hommes. D'accord. Donc je les ai écrits. Donc chaque fois il y avait l'image que j'allais faire, le thème et les objets qu'il fallait que je trouve. Et après je voulais travailler, je me suis dit, un personnage énorme et tout, c'est le golem. Le manque de bol, c'est que le golem, c'est quelqu'un de bien. C'est le golem, c'est dans la légende juive, Ouais. On fabrique le golem pour se protéger. Et en fait, quand j'ai dit, c'est pas ça, c'est pas un golem que j'ai fait un ogre. Et après, je suis allé voir dans l'histoire de l'art, un tableau de Goya, c'est Jupiter ou Saturne dévorant ses enfants. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc sur les tableaux, il y a toujours le menaçant, en noir, et autour, c'est à la fois ses victimes. Et le problème, c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire que le menaçant, il y a des victimes, mais il a aussi des soutiens. Donc j'ai mis des numéros, et aussi on met un peu des numéros quand tu es mort. Dans les morgues, on t'attache un numéro à ton pied. Celui-là. Alors là, c'est des menaçants, mais c'est par rapport au fond, qui je trouve est très agressif par rapport au personnage. La matière qui brille et tout, c'est du goudron. Parce que j'ai trouvé que le goudron avait un aspect plastique plus fort que l'acrylique. Et après, il y avait ce côté brillant et ce côté matière. Ça, les deux tableaux qui sont là, c'est ce que j'appelle les fantômes de la Méditerranée. C'est-à-dire, c'est l'ambiance avec ce personnage toujours menaçant, toujours cette mer, et à côté d'autres personnages, il y a même un ange au milieu. Donc c'est tous les fantômes de la Méditerranée. Et là, toujours pareil, ce personnage menaçant, avec traité d'une manière très violente. Et les griffures, c'est pareil, c'est pour représenter la violence. Et on arrive à lui qui est le comble du menaçant. C'est du noir, avec ce personnage et cette tête très menaçante. Et ce que j'ai découvert en lisant, grâce à Pascal et à Jean-Marc, qui sont venus dans mon atelier, c'est arrivé à cerner intégralement le travail que je faisais avec un mot tout bête, qui était le menaçant, qui est devenu les menaçants. Donc j'ai relu le texte d'André, et j'ai trouvé que ça convenait parfaitement à mon travail. Déjà au départ, le menaçant, le premier menaçant, c'est le personnage qui est en bas de la scène, qui est noir. Alors les petites bénévoletés, ça fait quoi? C'est les gens qui sortent du tableau et qui viennent devant les spectateurs. Alors si j'avais pu, j'aurais fait une mer. C'est aussi pareil encore le problème des
des fantômes de la mer qui sortent un peu comme ça, qui flottent au niveau de l'eau, pour rappeler qu'ils existent. Celui du milieu, on ne sait pas si les gens sont menacés ou soutiennent le menaçant. Et c'est aussi des gens qui sont mis plus bas, écrasés et précipités dans la mer. Hein, car ceux qui ne savent pas, j'ai vu qu'ils ont perdu leur... Alors s'il y a une flèche, c'est pour le désigner plus précisément. Et je vois que les deux ont perdu leur flèche. C'est une série de portraits de menaçants. Puisque comme ça s'appelle les menaçants et non pas le menaçant, c'était une représentation de personnages patibulaires mais presque. La représentation, elle va être au-dessus des gens, c'est-à-dire que les spectateurs vont être pris entre deux feux, 3, 4, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de menaçants. C'est pour ça qu'on a occupé tout le théâtre avec tous les 4 murs. Et les comédiens vont déambuler autour du texte. Et puis le but de la manœuvre, c'est d'essayer de présenter les pièces de Christian avec le texte. C'est pas un combat entre les deux et c'est essayer d'entendre les menaçants, enfin le menaçant en voyant les menaçants. La suite des événements, je dis. Et tu dois pas parler un peu du reste avant? De mon travail. Je sais pas. Oui, je vais parler un peu de mon travail. Ouais, voilà. Et à la fin, Ouais. je dis comment annoncer. Ou alors les comédiens rentrent et me coupent la parole. Oui, d'accord. Et j'ai pas mal de fois aussi. Oui, Sonia doit faire. Donc, alors là, il y a un film qui passe, c'est Jean-Marc qui l'a fait. Notre cinéaste. il est en train de picoler. Oui. Après, on a commencé un spectacle sur le menaçant dans le dépôt. On a vu les textes qui sont assez violents. Et à la fin, face au menaçant, il y a Jaurès. Le menaçant, c'était Tu sais, raconter des thèmes d'inspiration, en somme. Et je dis, bon, maintenant je le sais, le thème d'inspiration, mais on ne voit pas forcément ça non plus. C'est ça que je trouve extraordinaire quand on peut laisse libre. En même temps. Oui, oui. Je crois que. Ah oui. J'ai, comment dire, la ponctuation. Excusez-moi. Christian, il est arrivé au Théâtre des Carmes en 1966, amené par Daniel Auteuil. Il n'avait pas beaucoup de chemin à faire parce qu'en fait, il habitait de l'autre côté de la place. Et il était là même avant le Théâtre des Carmes, puisqu'il venait au caté dans cette salle. Et puis ensuite, il est venu pour faire du théâtre, donc en 1966. Il a joué dans beaucoup de pièces, je ne veux pas tout rappeler, Napalm, Camaudet, Avec et à Griffe, Mandrin, Ubu, La Commune, etc. Et selon lui, il a beaucoup balayé aussi. Donc il a fait les Beaux-Arts à Avignon, les Beaux-Arts à Marseille, il est parti en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, mais le peintre, le créateur. Et puis en août, on est parti avec Jean-Marc, on est allé à Pouzillac et Christian nous a amenés dans son atelier au 2e étage. Et là, c'était extraordinaire. Mais il y avait les ogres, il y avait les Indiens, il y avait les vitrines, ça débordait, c'était impressionnant, mais un éblouissement. Bon, ben voilà, c'est parlé. Comme il m'a demandé de le dire, le voici. Alors comment résumer mon travail? C'est sur 40 ans de préoccupation liées à la peinture et aux événements. C'est-à-dire j'avais une obsession, c'est comment représenter la réalité, non pas avec des images réelles, mais avec le travail plastique. Comment représenter ce qui se passe dans le monde, comment les gens dirigent le monde et dirigent les gens. C'est ce que j'appelais, au départ c'était les ogres qui mangent le monde et les hommes, c'est un peu l'histoire du capitalisme. C'est-à-dire qu'on se sert de son pouvoir pour pouvoir prendre tout ce qu'on veut.
Vous retournez, derrière vous, vous avez des menaçants. Et en fin de compte, ce soir, c'est dangereux pour vous parce que vous allez avoir des menaçants tout autour de vous. Sur scène, à droite, à gauche, certains menaçants emprisonnent certaines personnes, les dirigent. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il y a des gens qui vont aller vers le menaçant parce que le menaçant les rassure, les tranquillise, leur donne de l'espoir, ce qui est tout le contraire. Il ne nomme personne, André. Il dit le menaçant, c'est la menace. C'est ce qu'il y a autour. On le sent, on ne le sent pas. C'était pas quelqu'un de spécifique et il dit je ne veux surtout pas nommer les gens parce que de les nommer, ça les met en valeur. Ça leur donne une identité. Donc il appelle le menaçant et il va tourner autour de tous ces gens qui sont autour du menaçant. À la fois qui le craignent, qui le défendent, qui s'y accrochent comme une bouée de sauvetage. Comment des gens peuvent arriver à enterrer des milliers de gens dans la terre et à demander. Donc j'ai fait des charniers chez moi, je vous le dis là carrément, avec des poupées Barbie. Et petit à petit, le personnage du menaçant comme ils sont là est apparu, d'une part avec le matériau qui est intégralement du goudron, qui est une matière visqueuse, puissante au niveau matière. Donc tout à l'heure, vous allez avoir, dans 30 secondes, des comédiens qui vont interpréter le menaçant. Ils ont travaillé 2 jours, avec un acharnement, pour mettre en valeur ce spectacle et ce texte. Merci. La représentation, en quelque sorte, d'une tentative de représentation. C'est bien la moindre des précautions à prendre de préciser tout cela quand on aborde un tel sujet, le menaçant. La menace se glisse partout et se faufile, jusque dans les mots eux-mêmes, dans leur agencement, dans la manière dont ils arrivent dans la bouche. Jeunes gens qui scandaient son nom et son parti dans les manifs, qui vous égosillaient de slogans qui prétendent le conspuer, mais qui en fait chantent sa louange et sa gloire, selon la règle d'or de toute publicité qui est d'en faire parler, peu importe de quelle manière, pourvu qu'on prononce son nom. Oh, comme vous errez dans vos dénonciations, j'ai envie de vous crier, criez plutôt la liberté, l'égalité, la fraternité de toutes et de tous. Ils croient que cette peur serait la vérité. Alors, il y en a parmi nous qui se demandent si quelque peur en elles, en eux, si les conditions de la vie ne vont pas les faire glisser à leur tour dans sa mouvance et les compromettre à jamais. Il y a la question très difficile du que faire. Il ne se redressera plus. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, le cynisme triomphe. Mais mon copain, je vais vous dire, il m'inquiète. Oui, il m'inquiète encore plus que moi, que mon avenir, je veux dire. Elles vont trouver des échos dans l'air ambiant, qui vont jouer comme des réconforts. De son 36e dessous, il entend une voix qui lui chuchote dans tout l'être et le caresse à l'intérieur, qui dit, qui susurre, qui laisse entendre, qui suggère. Tu as raison de t'inquiéter. On te mine le terrain, on te condamne. Mais seul, moi, tu vois, je t'offre un rempart contre l'invasion. Alors, il faut bien qu'il y en ait une qui se mette en face d'elle et qui lui tienne tête à cette créature à travers le sommeil des justes. Et qui ouvre sa gueule aussi. Elle reparaît, elle émerge, d'où nous vient-elle? Où était-elle? Dans quel recoin se terrait-elle? Mais elle n'a jamais disparu. Oui, il faut interdire. Interdire le menaçant? Oui, il faut l'interdire. On ne peut pas. Si on le peut, c'est dangereux. Avoir peur, c'est courir à la défaite. Ils sont prêts à la sédition. Ils sont minoritaires. Ils ont des armes. La République aussi. Ne luttons pas avec les armes. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ils reparaîtraient sous une autre forme. C'est faux. Remettez-vous cette personne à sa place. Lui faites-vous remarquer sèchement que ses propos sont interdits par la loi? Tournez-vous avec ironie la personne en dérision. Gardez-vous le silence? Non, madame, ils ne sont pas plus nombreux. Ils sont toujours le même nombre. Non, madame, ils ne prennent pas notre boulot, que personne ne veut le faire. Nous aussi, on est là pour faire un peu attention à la dépense. Ah non, attendez, mesdames, non, c'est un malentendu. Mesdames, je vais vous expliquer. Nous repasserons à midi. Et surtout, occupez-vous bien des bébés. Comme une bonne mère que vous êtes, monsieur le maire. Excusez-moi, monsieur le directeur, il y a quelque chose de bizarre. Cet ordinateur, il refuse un prêt quand il est demandé par un de nos clients, quand il est maghrébin, turc ou yougoslave. Vous avez remarqué ça? T'as pas peur de moi? Non, et moi non plus.
Bah crie un peu, vas-y, crie la grosse colère arabe là, et la malédiction sur moi, la putain de ta race. Parfaitement, Tintin, je te prive de part, je te mets à part, je t'apartède. Voilà, espèce de gros vilain. Vous êtes pareil que les autres, vieux réacs. Nous ne pouvons pas envoyer des signaux favorables d'ouverture à tous les affamés de la Terre. Il faut être compétitif à toute force. Fabriquer au moindre coût. Engranger les bénéfices pour envoyer aux actionnaires les 15% de retour qu'ils exigent afin qu'ils nous permettent de continuer à produire pour survivre. Ce n'est pas moi qui en décide, mais c'est la gestion qui l'exige. Ce n'est pas de gaieté de cœur, loin de là. Ah, quelle tristesse. Tragédie terrible pour l'individu. Toi, par exemple, tu aurais dû aller plus vite, mordre plus fort, faire de mieux en mieux, t'affirmer toujours le meilleur et rapporter toujours plus au patron et à l'actionnaire exigeant. Il fallait être un battant, un gagnant. Les perdants nous portent la poisse. Ils doivent s'en aller. Nous quitter et foutre le camp. On n'y peut rien. Ce monde est devenu terrible pour chacun d'entre nous. Vous avez fait votre possible, eh bien ça ne suffisait pas. Jaurès, la voix et la parole coulent, les mots, les phrases et le souffle. La voix déverse les idées, les images. Mais lui, le bonhomme, on ne peut pas mieux dire que ce bonhomme-là. Voilà déjà le cœur antique qui se forme. Et voilà que la voix multiple, et voilà que la voix, que toutes les voix, que la même voix, que le cœur du passé, du futur, le cœur des femmes en noir et en pleurs, les pleureuses, les douloureuses, en chacun de nous, qui se dresse, terrible, au milieu du café, et l'une crie « On a tué !» et l'autre crie « Ils ont tué !» On l'appelle la tragédie. La voix comme sans voix. Écoutez les dernières phrases de cette voix phénoménale et qui jamais ne fut enregistrée. Je prévois une guerre effroyable. La scène atteint le comble du tragique quand on sait ce qui va se passer. Et les rumeurs jumelles traversent les villes, les pays et l'Europe. Désormais, c'est vraiment inéluctable. On l'a tué pour lui fermer la gueule. On peut s'en donner à cœur joie. Et c'est parti, comme en 14. Du fond de cette tombe où fut mis le cadavre de celui qui, par cette mort, réalise la fin d'un siècle et le début d'un autre. Il y en a, voyez-vous, mesdames et messieurs, et alors, cette bouche,
s'ouvre. Et la parole coule. Et le souffle et la voix. Le verbe se fait chair. Et c'est vraiment pas cher. Et toi? Toi? Qui est là? Imaginant. Sache qu'il y a deux hommes en toi. Lequel parle et lequel, alors, empêche l'autre de parler. BFM, c'est que le BFM, c'est inventé par Benedetto. Ça s'appelait Bon Français Moyen. Ouais, ah bah c'est ça. Dans Camaudet, je traitais les gens de Bon Français Moyen, qui devenaient mon cher BFM, quand on accueillait Jean-Marie. Alors la dialectique peinture-théâtre, pour moi, on va revenir aux antiques, on va revenir on revient voilà, la poétique et la dialectique peinture-théâtre, elle est juste évidente. Le théâtre, c'est la peinture de la vie et si une peinture elle est bien faite, elle est théâtrale. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un dialogue c'est une symbiose plus qu'un dialogue d'ailleurs, quand c'est bien fait. Et là, qu'est-ce que j'ai ressenti? Je suis venue, je vais faire un aveu, je suis venue pour les œuvres de Christian. Et moi j'ai adoré ses œuvres et les textes. Et voilà, on a vu Benedetto dans les œuvres de Christian. Et j'avais envie de voir encore plus des œuvres de Christian, je crois.